j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup à l'URML, merci au docteur Kukayot de me donner l'opportunité de venir vous rencontrer ce soir et parler avec vous cybersécurité en médecine libérale, cybersécurité et médecine libérale. Alors, en quelques mots, je pense que beaucoup de personnes ne me connaissent, donc je suis Ralph Ratenon, je travaille au GRAD de Martinique, le groupement de coopération, le groupement régional d'appui au développement de la e-santé, et je suis en charge des questions de cybersécurité depuis environ 2011. J'ai grand plaisir avec vous ce soir et à évoquer différentes thématiques. Notamment le contexte, reposer un peu le contexte cyber actuel que nous rencontrons, y compris dans le monde de la santé, les enjeux de la sécurité numérique en cabinet de ville, quelques gestes barrières numériques importants à mettre en œuvre, le kit de premier secours numérique, et puis il m'a semblé opportun de faire un petit point sur le cadrage des prestataires vis-à-vis des questions de cybersécurité, notamment. Madame Gabet l'a dit en préambule, n'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions. Je crois que nous ne sommes pas beaucoup, donc ça peut être aussi interactif que possible. Pour commencer, le contexte cyber en sécurité, je vous propose en quelques minutes une petite vidéo introductive qui pourrait poser les bases. J'espère que tout le monde voit bien, n'hésitez pas. Vous êtes professionnel de santé libérale. Et vous pensez que la cybersécurité ne vous concerne pas? Que vous avez d'autres priorités? Peut-être même être en train de vous dire, alors que vous regardez cette vidéo, que vous perdez votre temps. La cybersécurité, de toute façon, c'est trop compliqué. Et puis, quel hacker pourrait s'intéresser à vous après tout? Détrompez-vous. La cybersécurité est aujourd'hui un enjeu majeur dans votre métier. Protéger les données de vos patients, c'est protéger leur santé et leur intimité. Et il en est de même pour vos propres données. Imaginez qu'un hacker accède aux dossiers médicaux que vous gérez. Des informations sensibles sont volées ou rendues publiques. Cela peut entraîner des conséquences désastreuses. Perte de confiance, sanctions légales et surtout un risque pour la santé de vos patients et leur vie privée. Vous risquez également une perte financière. En tant que libéral, vous gérez directement la sécurité de vos données. Cela représente un défi de taille. Pour protéger les informations sensibles sans le soutien d'une grande structure et de son infrastructure informatique sophistiquée. Vous pouvez donc être la cible de cyberattaques. Heureusement, des mesures simples peuvent renforcer votre cybersécurité. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous accompagner à identifier les gestes simples pour limiter le risque de cyberattaque. En tant que professionnel de santé, vous avez le devoir de protéger les informations de vos patients. Une bonne gestion de la cybersécurité est non seulement une preuve de votre engagement envers la santé et le bien-être de vos patients, mais aussi une obligation légale. Agissez dès aujourd'hui pour garantir un environnement numérique sûr en suivant votre campagne de sensibilisation. La sécurité de vos patients dépend aussi de vous. Voilà, une petite vidéo introductive face à ces nombreux défis qui se présentent à nous avec le développement du numérique en santé, avec les nombreuses interconnexions qui se créent entre les différents systèmes. Le monde de la santé est en pleine mutation avec de nouvelles opportunités qui s'ouvrent en matière de soins, mais malheureusement, ces avancées technologiques ont un revers de la médaille qui est malheureusement d'apporter de nouveaux risques et de nouvelles menaces. Alors, il faut que nous puissions bien comprendre
que le contexte cyber qui touche le monde entier touche aussi nos professionnels de santé. Rien qu'en 2023, le CERT Santé, qui est juste un organisme, on va en parler tout à l'heure, qui s'occupe de la veille cybersécurité dans le monde de la santé, a recensé pas moins de 581 incidents de sécurité déclarés. Chez les libéraux? De tout professionnel de santé confondu. D'accord. Aujourd'hui, essentiellement, les grands centres hospitaliers sont touchés, ou les cliniques, mais aussi d'autres structures comme les cabinets libéraux. Malheureusement, sur le monde libéral, on a beaucoup moins de chiffres, puisque on n'a pas toujours les déclarations qui font suite. C'est-à-dire qu'on peut être victime d'une cyberattaque en cabinet libéral. Comment on sait qu'on est victime d'une cyberattaque? La première chose, c'est ça. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais la plupart des cyberattaques qui ont lieu aujourd'hui donnent lieu à de la fuite de données, d'informations de santé qui sont ensuite divulguées sur les réseaux, le dark web, ou alors le plus souvent, c'est ce qu'on appelle les ransomware, les cryptolockers. Vous avez sur votre ordinateur un message qui vous dit « Vous n'avez plus de données, tout est chiffré, il faut payer ». Et là, vous ne pouvez pas le louper. Vous ne pouvez plus accéder à vos systèmes. Merci, monsieur Ratner. Là, typiquement, c'est les attaques les plus importantes en ce moment. Nombre d'hôpitaux, notamment, comme vous le voyez sur la carte, comme le centre hospitalier du Sud francilien, où j'ai pu assister au rétexte du directeur. Il faut imaginer qu'en moins d'une heure, tous les écrans de l'hôpital qui sont verrouillés avec un message des pirates pour dire « Nous avons de vos données, vous ne pouvez plus accéder à rien, il faut payer pour pouvoir débloquer la situation ». On ne peut plus prendre en charge, on ne peut plus accéder au rendez-vous, on ne peut plus rien faire. En libéral, si cela se produit, imaginez que vous n'avez plus accès. On se rend papier. Vous pouvez reprendre votre papier. Hein. Le problème, c'est sauf si vous n'avez pas gardé les antériorités de dossier en mode papier, ça peut être un peu plus compliqué. Puis pouvoir accéder aussi, ne serait-ce qu'à vos carnets d'adresse, de pouvoir accéder à vos contacts et à vos historiques, à vos mails. Si tout est verrouillé, tout est verrouillé, vous n'avez plus accès à vos antériorités, à votre patrimoine numérique. Sauf si c'est une sauvegarde. On va en parler. Vous allez vite, docteur Kikayo. Vous apportez déjà les solutions, on est en train de poser le contexte. Mais effectivement, nous en parlons tout à l'heure, avec plaisir. Le monde de la santé, c'est le deuxième secteur le plus attaqué du fait de la sensibilité, du fait de la valeur de la donnée de santé à la revente au marché. Voilà. Donc, nous sommes tous confrontés à cette problématique. Pour vous présenter un petit peu ces enjeux, justement, docteur, alors, j'ai essayé, alors ne m'en veuillez pas, j'ai essayé de me prêter un petit jeu d'images ou de parallèles entre le monde informatique et le monde de la santé. Bien. Si j'ai tapé à côté, docteur, ne m'en veuillez pas, au contraire, vous allez me corriger, ce sera avec grand plaisir, mais globalement, imaginons que le système d'information soit comme le cœur du cabinet médical, qui pompe les données vitales à travers les veines de l'organisation via le réseau, le Wi-Fi et tout ça. Et puis, tout comme un cœur sain assure la circulation du sang nécessaire à la vie des cellules, le système d'information sécurisé et efficace va garantir la fluidité et la sécurité des informations essentielles au bon fonctionnement de votre cabinet. Dans ce monde de cybermenaces, les cybermenaces seraient les maladies cardiaques du système d'information. Et pour protéger ce cœur, devient une priorité absolue, à mon sens. Sans une protection adéquate, tout comme cette maladie cardiaque qui met en péril la vie d'un patient, la cyberattaque peut mettre en péril la confidentialité des données du patient. Elle peut interrompre des services, nuire à la réputation d'un cabinet.
J'espère que je n'ai pas tapé à côté. Ah non, c'est très bien. Hein? Tout comme la santé cardiaque serait essentielle, est essentielle à la vie, je dirais que le système d'information sécurisé serait vital pour la protection des données. Je vais continuer ce petit jeu tout au long et, docteur, vous allez me corriger. Les bonnes pratiques. Alors, Il n'y a rien à corriger. pour l'instant, attention. Donc, de même que vous disposez des kits de premier secours dans le cabinet, il me semble opportun d'avoir aussi un kit de premier secours numérique. Alors, ce qui pourrait cette fois-ci être composé de mots de passe forts, sécurisés. Alors là, on a des termes, les OTP, je vais en parler tout à l'heure, docteur, sur cet acronyme, les mises à jour régulières, les sauvegardes, et aussi la sensibilisation et la formation des intervenants sur le système d'information. Donc, ces gestes préventifs seraient les vaccins du système contre les infections numériques. Quels seraient-ils? J'en ai identifié 3 capitales qu'il ne faut pas louper, à mon sens. La sauvegarde. Vous en avez parlé, vous avez déjà les bons gestes, docteur, il faut sauvegarder. Le deuxième sujet, ce serait la gestion des mots de passe. On en parle un peu plus en détail. Et le troisième serait la gestion des mises à jour. Alors, au niveau des sauvegardes, faire des sauvegardes régulières, mais déconnectées. On s'est rendu compte dans le temps qu'on faisait régulièrement des sauvegardes, mais les pirates se sont adaptés et Corbeil-Essonnes, typiquement, lorsqu'ils ont attaqué Corbeil-Essonnes, la première chose qu'ils ont faite, c'est attaquer le serveur de sauvegarde pour chiffrer le serveur de sauvegarde. Résultat, l'établissement se retrouve avec les données chiffrées et les sauvegardes chiffrées. Donc, comment on peut attaquer les sauvegardes? Elles sont connectées sur le réseau, elles étaient connectées sur le réseau. C'est-à-dire que l'établissement a ses serveurs, mais il a aussi des serveurs qui sont connectés sur le réseau pour faire les sauvegardes la nuit. Via le réseau, l'attaquant a pu remonter et chiffrer aussi le serveur de sauvegarde. Alors nous, en cabinet libéral, on fonctionne certainement plus avec des disques durs externes sur lesquels on peut réaliser ces sauvegardes, ou une sauvegarde que l'on externalise chez un tiers de confiance, chez un prestataire en externe. Ça peut ne pas Chez être... un tiers de confiance, il y a un lien? Alors, il y a un lien, mais ce lien peut être coupé ou sécurisé via ce qu'on appelle des firewalls. C'est un équipement actif qui permet de n'autoriser des connexions entre différents réseaux que sous certaines conditions, soit des heures, soit des adresses de serveurs spécifiques, soit des outils spécifiques ou alors une authentification spécifique qui va garantir que le flux de données qui remonte est bien le flux légitime. Il y a certains des outils qui permettent de créer cette segmentation sur le réseau. Dites-moi, docteur, s'il y a des questions. On vous présenter tout, on fait les questions. Non, on n'est pas nombreux, donc je vais proposer que... D'accord. Alors moi là-dessus, par exemple, sur la sauvegarde, je prends l'exemple de mon cabinet. On m'a dit justement, de l'informaticien que j'ai pris, de ne pas faire ça, de ne pas faire de connecter à distance. Donc j'ai un serveur, on a fait installer un serveur au cabinet puisqu'il y a 5 ordinateurs pour les mettre là-dessus. On déconnecte après le serveur. Et donc, après chaque sauvegarde, vous allez déconnecter le serveur? Non, mais quand on fait les sauvegardes, on les fait une fois c'est fait automatique tous les soirs, mais le logiciel n'est pas connecté avec un système extérieur. Mais il est et quand on le fait sur chaque PC, de refaire après sur des disques durs, et on note le disque dur. Voilà. Pour avoir, et on fait les 3. Ben, vous êtes dans le cas de ce que j'ai appelé les sauvegardes déconnectées. Voilà. Et le serveur, il est chez nous. Et il nous a interdit de mettre des Wi-Fi, de connecter les ordinateurs Wi-Fi, de ne pas mettre pour justement ne pas avoir de l'interconnexion entre. Exactement. Ben, c'est exactement ce que j'expliquais avec le terme déconnecté. C'est que votre sauvegarde, une fois qu'elle est terminée, elle ne reste pas sur le serveur, sur le réseau. Puisque vous avez un disque dur que vous enlevez. Mais le serveur, il est interne. Oui, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je pense que c'est le problème qu'on se pose tous, parce qu'après, ça coûte très cher. Ça coûte cher, docteur. Ah bah oui, mais sauf de consultation. Vous dites ça? Oui. C'était 12 000 € pour installer tout ça, le serveur, le système. Pour un petit cabinet...
Il y a des questions? Il y a peut-être d'autres solutions. Le coût n'est pas toujours le facteur, je dirais. Non, mais c'est de la puissance, parce que la problématique que nous avons, je pense que mes confrères sont dans le même système, dès qu'on a eu, excusez-moi, mais la connerie du Ségur de la santé, là, qui a imposé de mettre les DMP, de connecter à l'INVS, machin, premièrement, ça a tout changé les logiciels, avec une puissance informatique qui demandait, et sur les libéraux, on était obligé de le faire, c'était une obligation. Et pour les mises à jour, alors que tout est en métropole, les logiciels, c'était très lourd. Et du coup, les ordinateurs, il a fallu tout changer. Donc ça, c'est que en fait, autant à l'hôpital, ça a été donné, l'argent a été donné aux informaticiens, aux hôpitaux. Nous, en libéral, l'argent a été donné aux éditeurs de logiciels. Oui, sauf qu'ils n'en ont rien à faire, les éditeurs logiciels. Ils ont gagné 600 € par prestataire que nous sommes à payer. Non, nous, quand on paye notre logiciel, et chaque logiciel informatique a gagné 600 € par utilisateur de son logiciel pour le Ségur de la santé, pour se mettre à jour. Sauf que nous, quand on vous dit qu'il faut changer l'ordinateur, il faut mettre un serveur parce que ça buguait tout le temps, parce que les connexions de mise à jour, quand vous avez des gros dossiers, des radios, c'est très lourd, et les mises à jour, elles sont faites en France. Oui. Et donc du coup, c'était pas prévu, et nous, autant... ça va vite, mais nous, il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas la fibre. Donc, du coup, les temps de connexion sont longs et ça déconnecte. Et ça a été un vrai problème. Sur le fonctionnement du logiciel, du coup. Ça a eu un impact. Donc, après, il a fallu changer d'ordinateur, augmenter les RAM, augmenter les puissances des ordinateurs. Et quand vous avez des ordinateurs en réseau, il a fallu mettre un serveur interne pour justement avoir cette sauvegarde. Et je vois qu'il y a Aurore Marietta qui est là, non? Le docteur Malépar, ils ont eu, docteur Malépar qui est là, ils ont eu aussi un gros problème aussi à l'aéroport et ça a donné des coûts énormes qui n'ont pas du tout été pris en charge et qui sont à nos frais. Voilà, donc c'est un système sur lequel on a été contraint et avec des sommes importantes à débourser et beaucoup ont dit c'est pas possible quoi. Et prendre des logiciels en ligne, vous êtes... c'est encore pire parce qu'il n'y a rien de sécurisé. Et nous, il y a plus de... Là où tous les médecins qui ont eu des logiciels en ligne ont eu beaucoup de problèmes parce que si vous n'avez plus d'Internet et il y a des coupures très fréquentes, vous n'avez plus de puissance, vous n'avez plus d'ordi, vous n'avez plus rien. Et j'ai des médecins qui sont revenus en me disant j'arrête, je reprends le papier. À cause de ça. On avait signalé, on a eu plein d'appels, au niveau de l'Union en disant mais c'est pas possible. D'ailleurs, vous avez mis, et je vous en remercie, le GRAD a mis un technicien, Monsieur Arnay, en liaison avec les professionnels de santé pour aider à résoudre ces problèmes parce que pour nous, ça a été le cauchemar. D'accord. Sur le volet libéral, ça a été le cauchemar. Avec les logiciels de cabinet, c'est ça? Oui. Ouais. La mise à jour des Ségur Santé, ils ont fait que ça a été un racket, on était rackettés. Ça a été dans des... il a fallu repayer des ordinateurs, repayer des barrettes, les mises à jour de logiciels sont payantes, les logiciels donc, ont été mis à jour, je ne sais pas qui parle là, ça a été un vrai problème. J'entends. Voilà. Mais, on sait peut-être pas le Non, mais c'était justement dans les sauvegardes, en disant faites attention comment vous faites, parce qu'en fait... là, pour le coup, les mises à jour, vous voyez, les mises à jour des logiciels... C'est le troisième point, justement. C'est ça. On va en parler. En tout cas, pour le coup, ce que vous m'avez décrit en termes de pratique de votre cabinet, c'est excellent. Sachez que ce n'est pas dans tous les secteurs, ou en tout cas dans tous les cabinets, on retrouve cette gestion de la déconnexion de la sauvegarde. Un dernier petit point, ce disque dur qui est de sauvegarde. Un là, puis on le met à la maison, dans un coffre, parce que si le cabinet brûle... dans un coffre, non, je le mets chez moi. J'ai pas de coffre. Je n'ai rien à voler. Disons que par rapport au niveau de confidentialité, de sensibilité des informations qu'il y a dedans... on ne sait pas, parce que pour le décrypter, il faut un logiciel médical déjà pour l'ouvrir.
s'ils sont capables de rentrer dans le cabinet. Ouais. Ouais. Tout, c'est une question de gestion de risque, docteur. C'est ça. Voilà. Un petit focus sur la gestion des mots de passe. Alors, je sais que ça aussi, c'est souvent des freins. Aujourd'hui, évitez. Vous pouvez oublier un mot de passe de moins de 6 caractères. Aujourd'hui, avec la puissance croissante des ordinateurs, ça, en force brute, on arrive à les casser en moins d'une journée. Alors, comment on fait là-dessus? Parce qu'à force de changer toujours les mots de passe, on ne sait plus. C'est le cauchemar, ça. Il y a un mode de fonctionnement qui est très simple, docteur. Aujourd'hui, ils ont inventé ce qu'on appelle les coffres-forts de mots de passe. C'est un petit logiciel qui un gestionnaire de mots de passe qui passe. Je vous donne son nom. Il est gratuit. Il est certifié par l'ANSSI, l'Agence nationale du... Qui passe? Oui, qui passe, K-E-E-P-A-2-S. Il y en a d'autres, docteur. Ouais, il y en a d'autres gratuits. Il y en a d'autres payants. Il y en a d'autres gratuits sur un certain périmètre avec des options payantes. Mais ces logiciels peuvent vous permettre simplement, en vous connectant sur un site internet, sur une application, de reconnaître l'adresse, de vous créer l'identifiant, le mot de passe, de l'enregistrer de façon sécurisée, d'accord, et de vous en créer un pour chaque site internet différent, ce qui permet de ne pas... C'est ça, après on sait plus lesquels sont. Non, mais justement, après, perso, je vous donne mon exemple, je dois gérer à peu près 1000 mots de passe, j'en connais qu'un, c'est mon mot de passe pour entrer dans le logiciel d'un mot de passe. Et lui, il connaît tous mes mots de passe. Et ce logiciel-là, c'est un coffre-fort numérique qui est spécialisé dans la création de mots de passe forts et dans la fourniture du mot de passe le moment venu, quand j'en ai besoin. Ce sont des petits outils qui sont gratuits et qui permettent justement d'apporter un niveau de sécurité des mots de passe et répondre à cette problématique. Il y a un deuxième sujet sur les mots de passe que je souhaite aujourd'hui, ce serait génial si tout le monde l'entendait et au sortir de cette réunion, tout le monde se précipite sur tous ces Gmail, Facebook ou sur tous vos sites. Comme pour les sites de banque en ligne, l'OTP, le One Time Password, c'est que quand vous vous connectez avec votre login, votre mot de passe, mais vous recevez un code sur votre téléphone qui n'est valable qu'une seule fois et qui n'arrive que sur votre téléphone. Ouais. Ça, c'est presque imparable. Pourquoi? Le pirate qui va réussir à forcer votre mot de passe, il n'aura pas votre téléphone. Ça vous permet d'être sensibilisé si quelqu'un essaie de forcer votre mot de passe parce que vous recevez des SMS qui vous disent voir votre code de session, vous dites mais attendez, j'essaie pas de me connecter là, pourquoi je reçois ce mot de passe là? Ça a été le problème avec la carte, la ICPS. On recevait là-dessus et c'était quand même piraté avec les mots de passe. Hein. Alors la ICPS, elle est en cours d'ailleurs de refonte. Quand il y a eu les vaccinations, on se connectait avec son mot de passe, on recevait un code qu'on devait marquer et qu'on devait remettre. Et il y a eu des piratages. De la ICPS? Oui. J'ai pas travaillé sur ce sujet. C'était au moment de la vaccination, quand on se connectait. Il y a le site bancaire. Non, mais je dis ça parce que pour la ICPS, c'était le système, on recevait. Et quant au centre de vaccination, il y a eu des gens qui, au moment où les gens faisaient des certificats, où c'était assez polémique, en disant, mais on a pris, j'ai jamais été connecté, on a pris mon mot. Et on est sûr que ces personnes-là avaient activé l'OTP. C'est comment l'OTP? Ils avaient activé l'authentification forte supplémentaire. D'accord. Moi, je n'ai pas travaillé sur le sujet, donc je n'ai pas de retour d'expérience. C'est pour ça que je demande ça, mais comment on fait pour avoir un OTP sur un mot de passe classique? Justement, là, c'est la solution, c'est le logiciel que vous utilisez. Par exemple, si imaginons que vous utilisez une messagerie Gmail, par exemple, dans Gmail, dans vos profils de connexion Gmail, vous pouvez, il y a une fonctionnalité qui vous propose d'activer l'OTP. Si vous allez faire des achats sur un site comme Amazon ou quel que soit le site, votre compte peut être protégé par un OTP. Toutes les options existent, mais elles ne sont pas activées par défaut. Il vous suffit d'aller activer, de dire moi je veux l'OTP. Mais c'est mis où?
et c'est sur votre téléphone. Ça vous propose un QR code à scanner pour enregistrer et faire la correspondance entre vos. J'avais vu ça. Vous avez déjà vu ça? OTP. Ah ouais. Vous allez nous faire une démonstration après pour les Gmail, parce qu'il y a un plein. Ouais, on va créer un Gmail et puis activer un OTP avec plaisir. Très bien. On va regarder, parce que ça, je pense que. Un compte sur vos sites de vente en ligne, n'hésitez pas à le faire aussi. Pas en vente en ligne. C'est vrai? Je connais. En tout cas, l'OTP, docteur, aujourd'hui, c'est le moyen plébiscité par l'ANSSI dans cette période de Jeux Olympiques, parce qu'ils sont j'ai failli dire en flippance totale, parce qu'il y a un vrai contexte de cyber là, énorme. Et dans les préconisations qu'ils ont faites, donc ils ont accompagné nombre d'hôpitaux et de structures de santé à se préparer pour les JO et les cyberattaques. Le mot, activer l'OTP sur vos messageries, sur vos logiciels, dès que c'est possible. Alors, il faut mettre qui passe et l'OTP. Bon. Résume. Hein. Oui. Le dernier point, enfin le troisième point, parce qu'il y en a d'autres, c'est les mises à jour. Alors, vous avez parlé tout à l'heure là des mises à jour des logiciels, mais aussi vos prestataires informatiques s'occupent de faire aussi les mises à jour des systèmes du Windows ou bien du Mac ou machin. Il faut les faire. Les mises à jour sur vos téléphones, il faut les faire. Pourquoi? Plus de 90% des attaques connues, recensées, ont utilisé simplement une faille qui était connue du logiciel, pour lequel l'éditeur avait déjà sorti un patch de sécurité, mais qu'on n'avait pas mis à jour. Ils ont démontré dans une étude là, de l'ANSSI que si tout le monde mettait tout à jour, le nombre de cyberattaques réussies chuterait de plus de 80%, 80-85%. Le problème, c'est que quand on met à jour Windows, puisque c'est ça, c'est souvent, ça remouline, et puis après, ça fait des interconnexions avec les logiciels médicaux, et puis ça replante. Et donc, comme les informaticiens, comme les informaticiens sont pas là, et ben vous fermez le cabinet parce qu'il faut tout refaire. Et c'est le cauchemar, parce qu'il y a plein d'éditeurs de logiciels, et ils n'ont pas ce problème-là en France. Et nous, c'est un cauchemar. C'est dramatique. On est obligé de faire ça. Moi, je prends mon cabinet. On a 5 ordi en réseau. On est obligé de faire ça le week-end, de venir le samedi, dimanche, parce qu'autrement, il y a trop et ça passe pas. Et que pour faire, il faut tout lancer. Il faut faire, premièrement, le serveur. Il faut faire les sauvegardes, tout désinstaller. Il faut faire la sauvegarde sur le serveur. Ensuite, il faut faire de la mise à jour sur le serveur, réinstaller et après ouvrir poste par poste, parce qu'autrement, tout se met dessus. C'est un cauchemar. Et je paye un informaticien pour ça. Et comment font ceux qui ont 1000 postes ou 500 postes? Mais ils n'ont pas de logiciel. Ils ont un système qui est autre, avec des informaticiens. Nous, on est tout seul. On est docteur, on n'est pas informaticien. C'est pour ça que je vous dis que... et c'est ça le cauchemar. Normalement, je dis normalement. Parce que les éditeurs de logiciels, ils s'en foutent. Ils vous mettent une plateforme de 8h à 16h heure de France, point. Et quand vous mettez votre mise à jour, et comme les débits en Martinique ne sont pas bons, et que la puissance, quand vous envoyez avec des dossiers qui sont lourds, eh ben ça s'arrête, il faut relancer, ça s'arrête, c'est très long. Et ce qui fait que tout le monde hésite à faire les mises à jour à cause de ça. Non. Alors, il existe des solutions pour les éditeurs de logiciels ne le font pas. Alors, c'est un gros travail. Et c'est ce que m'a expliqué l'informaticien du grade. Bon, c'est qui l'informaticien qui est venu, vous avez, il y a quelqu'un, monsieur Teddy Arnay, qui vient dans les cabinets médicaux tellement. C'est vous qui l'avez envoyé. Non, il est missionné par le GRAD. Ben oui, mais pour résoudre les problèmes de libéraux. L'informaticien du GRAD, je l'ai déjà rencontré une fois ou deux. C'est M. Arnay. Enfin non. Non, mais l'informaticien qui est avec les problèmes, et lui, il est obligé d'appeler les éditeurs de logiciels pour regarder les problèmes que nous avons, pour essayer après de résoudre. Et il passe, mais un temps fou, il fait que ça. Bon. Parce que ça n'avait pas été pris en compte. En tout cas, le problème des éditeurs de logiciels commence à être pris en compte au plus haut niveau auprès de l'Agence du numérique en santé. Elle est la directrice nous le dit. Hein. Et justement, vous n'êtes pas les seuls concernés justement par... Sauf que nous, on a 8000 km. On est d'accord. Mais Internet et les réseaux ont affranchi les barrières. Et alors, docteur, il faut voir du positif dans tout ça. Les choses évoluent. Le contexte, est, en tout cas au niveau des éditeurs, est vraiment pris en compte.
Alors, effectivement, peut-être qu'ils ont été payés pour le nombre de dossiers, je ne sais pas, cette partie. Ils ne sont payés pas par ça, ils sont payés. En tout cas, le Ségur de la Santé a donné de l'argent à l'hôpital. Les contraintes qui, aujourd'hui, leur sont imposées sont drastiques par rapport à ce que c'était avant. Oui, mais alors là-dessus, ils vous répondent que c'est des contraintes qui ont été faites alors que les logiciels n'avaient pas été faits pour ça. Donc ça leur demande des développements informatiques très forts, qu'en plus dans les DOM, on n'a pas les mêmes tarifs, que c'est compliqué pour eux de les mettre à jour. Donc de toute façon, on est la dernière roue de la charrette. Et là-dessus, non mais c'est vrai, c'est une réalité, donc ils mettent à jour, donc ils mettent le minimum pour pouvoir eux toucher les subventions qui permettent d'employer les informaticiens de faire ça, et puis après le reste, ils disent oui je sais on a des bugs, et eux leurs bugs, eh ben, ça s'arrête à 16 heures, et puis nous, ben, ça fait 8 heures. Alors j'ai une question du docteur Joannick. Quel pourcentage de chances d'être hacké sous Mac? Alors c'est comme tout. Le pourcentage, il est réduit. Pourquoi? Parce que le nombre d'utilisateurs de Mac est inférieur au nombre d'utilisateurs Windows. C'est parce qu'on dit que les Mac sont inviolables alors que les Windows sont violables. C'est ça? Donc il y a deux choses déjà. Il y a deux choses. C'est vraiment une question de statistique. Plus on a d'utilisateurs, plus on a une probabilité de subir la cyberattaque. Et donc, mettez-vous à la place du cyberattaquant. Qu'est-ce qu'il va développer comme outil d'attaque? Des outils où il y a 1000 personnes ou des outils où il peut attaquer 1 million de personnes? Ben voilà, c'est typiquement ça. Mais des virus, des cryptolockers ou des outils d'attaque sur du Mac existent, sauf que Mac, en plus, Microsoft est rentré dans le moulin là, depuis les 3-4 dernières années, travaille activement à patcher et corriger et ça veut dire quoi patcher? Mettre à jour, excusez-moi, son système d'exploitation pour qu'il soit le plus sécure que possible. Le noyau est différent, le noyau c'est le cœur du système d'exploitation sur lequel vont reposer les autres couches, les couches réseau, les couches graphiques et tout ça. C'est vraiment le petit cœur central, il est beaucoup plus robuste, c'est basé sur de l'Unix, c'est le système, c'est ce qui fait fonctionner tous les gros systèmes dans le monde depuis Mathusalem. Et ça a été un choix historique de Microsoft de partir sur une autre base et de redévelopper un autre environnement. Aujourd'hui, ils rattrapent leur retard, il faut reconnaître ce qui est. Mais n'en demeure pas moins, docteur, j'ai pas retenu le nom, docteur Joannick, que ça peut arriver que sur Mac, mais c'est beaucoup plus rare. Voilà. Pareil pour un système d'exploitation qui s'appelle Linux, qui est lui aussi réputé très fiable. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs. Deux, c'est un noyau Unix, on en revient. Et puis, ils font des mises à jour régulières. Comme c'est de l'open source, les codes sources sont publics. Et donc, il y a des communautés de personnes qui relisent les codes, qui débuguent et qui pointent dès qu'ils trouvent une faille pour dire attention, il y a une faille, on la corrige tout de suite. Et donc, ça permet de créer une émulation et une amélioration des systèmes. Voilà. En tout cas, pareil pour vos téléphones. Sachez qu'on parle des ordinateurs, mais les téléphones sont aussi victimes d'attaques. Ah bon? Ah oui, de plus en plus. Vous avez entendu parler des phénomènes de ce qu'on appelait les phishing à l'époque, peut-être. C'est les tentatives d'usurpation où vous poussez à cliquer sur un mail que vous n'avez pas sollicité. Ah oui. Voilà. Faut pas ouvrir le mail, oui. Ben maintenant, il y a du je ne sais pas comment ça se prononce, du SMS-shing, c'est du phishing par SMS, où vous recevez des faux SMS de DHL qui vous demandent de cliquer pour la réception de votre colis, ce genre de choses. Ah oui, votre colis a du retard, votre colis a du retard, et dès que vous cliquez, hop, ça exécute un code sur votre machine et ils accèdent à vos mails, peuvent regarder vos photos, vous regarder, activer la caméra, ce genre de choses. Ah bon? Oui. Ok. C'est Big Brother, votre truc. Je vais, lors d'un événement, on va essayer de vous faire des démos de certaines choses. Ça, parfois, c'est assez parlant. Ça peut faire peur, mais en tout cas, il faut savoir que ça peut exister. Quelques recommandations complémentaires, en plus des 3 premières, qui sont, selon moi, incontournables. Qui passe? Oui, avec plaisir, on en reparle après. Voilà, juste ça. La protection de votre poste de travail, docteur. Vous avez l'antivirus, tout le monde connaît, le firewall, de plus en plus, tout le monde en a un. Une nouvelle technologie d'antivirus avancée s'appelle les EDR.
lorsque votre prestataire peut vous en proposer un, ça peut avoir un intérêt. Ce sont des antivirus plus, là où l'antivirus s'arrête, puisque l'antivirus fonctionne que sur reconnaissance de template de charge active. Le DR, lui, utilise de l'intelligence artificielle pour se baser sur le comportement. Et il complète donc l'analyse en disant mais c'est pas normal que cette machine-là commence à faire des interrogations particulières sur tel et tel port ou tel et tel serveur, alors qu'il y a 10 ans qu'elle n'a jamais fait ça. Voilà. Et il fait aussi de la corrélation. C'est-à-dire qu'il va voir un événement, il va rien dire. Quelque temps après, il va revoir un autre événement, il va dire attendez, il me semble que cette machine-là avait fait ça il y a quelque temps. Ça plus ça, attention, ça ressemble à un comportement connu d'attaque. Voilà, donc EDR. On a ça, nous. Oui, on a tous les antivirus à l'Union. On a des antivirus. Séparez autant que possible vos usages professionnels de vos usages personnels. Ah oui. Votre messagerie professionnelle n'est pas votre messagerie personnelle. Essayez au maximum de le séparer. Pareil, ne réutilisez pas le même mot de passe sur votre messagerie perso et votre messagerie professionnelle. Tout simplement pourquoi, docteur? Parce qu'on sait le même. Je vais acheter sur Amazon. Ah, vous aimez bien Amazon, hein? Ah oui, moi j'aime bien Amazon. Alors, je vais acheter sur lecommerçant.com. D'accord? Lecommerçant.com a fait un super site, mais il ne l'a pas super bien sécurisé et il se fait pirater. Quand je me suis inscrit, j'ai mis mon adresse mail, forcément, il y a toujours une adresse mail, et j'ai mis mon mot de passe. Lorsqu'il s'est fait pirater, la base des comptes utilisateurs a été volée avec les mots de passe. Comment il peut savoir votre mot de passe? Puisque c'est vous qui avez le mot de passe. Mais moi, mon mot de passe, quand je m'inscris dans le site, il enregistre le mot de passe pour pouvoir faire la correspondance pour dire ben, le mot de passe, je l'ai, c'est le bon. Ouais. Donc il l'enregistre pour faire un matching. Mais s'il l'a enregistré dans une base qu'il n'a pas cryptée, chiffrée, mauvaise pratique. Donc c'est un mauvais site internet. Tout le monde l'a. Lorsqu'il se fait voler, c'est diffusé sur Internet. Moi, je l'ai fait. La première chose que je fais, c'est que j'ai la liste, j'ai l'adresse mail de la personne, le mot de passe. Ben, je vais voir s'il n'a pas réutilisé la même adresse mail sur d'autres sites, voire même, généralement c'est prénom, prénom, là je prends un tenant, arrobase, je change l'arrobase pour mettre tel autre mail, tel machin, et puis je regarde si c'est pas le même mot de passe qu'il a mis. Et là, donc on pourra en reparler après. Il y a des petits outils que votre informaticien peut de temps en temps regarder, Availbin.com, qui est un site internet, vous mettez votre adresse mail, et il vous dit si oui ou non votre adresse mail est connue dans les bases de mots de passe volés. Donc là, vous savez qu'il y a urgence à les changer. Ah, comment ça s'appelle ça? Alors, je prononce super mal en anglais, je vais vous le mettre par écrit. Comment ça s'écrit? Dites voir. Have I been pwned? Est-ce que je me suis H-A-V-E. H-A-V-E, I de moi, have I been, j'ai été pwned, P-N-W en abrégé. H-A-V-E-H-Y. Non. I have been. Est-ce que j'ai été? Non. I have. C'est I-A. Non, have I. En anglais, on inverse. Ah, alors c'est have. H-A-V-E-I-B-E-E-N. Pwn, voilà. P-O-W-N-E-D, je crois. N-E-D. Et ça, quand on fait ça? Est-ce que je me suis fait pourrir, grosso modo, traduction? Oui. C'est une base de données open source et reconnue mondialement, utilisée. En mettant votre adresse mail, vous voyez si cette adresse mail-là apparaît déjà dans des bases qui ont été publiées sur le Darknet avec vos comptes. Alors, il ne va pas vous donner le mot de passe qui est volé. Mais en tout cas, il vous dit ça, c'est connu lors d'une attaque particulière. OK. Le point 6, c'est la vigilance et le comportement qu'on doit avoir face au mail. Le mail a été identifié. Vous avez trouvé votre... Vous l'avez? Je continue pendant ce temps. Oui, continuez. La vigilance mail. Faites attention aux pièces jointes lorsque vous recevez un mail, notamment lorsque c'est un mail qui n'est pas en réponse à une conversation en cours, à une personne dont vous attendez un mail, dont vous attendez une information. Le bon comportement, j'en parlais tout à l'heure là, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil,
j'ai reçu un mail de ta part, c'est quoi? Je n'attendais pas, pourquoi tu veux que j'aille cliquer sur ça? On a vu, parfois, ça peut beaucoup être les Wanadoo fournisseurs. étaient piratés. Parfois, c'est aussi des fournisseurs qui se font voler leur boîte mail. Ou parfois, ça ne vient pas du fournisseur, mais ils ont changé juste le nom de domaine qui ressemble à la poste, mais au lieu du O, ils ont mis un 0. Ah, ouais. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et donc, vous recevez des mails, vous voyez le mail super bien fait, avec les vrais logos, et un petit lien en toute bonne foi, vous dites, ah ben oui, je clique, vous arrivez sur le site qui est une copie parfaite du vrai site, sauf que quand vous rentrez le login et le mot de passe, ben lui, il l'enregistre et puis il se précipite pour aller entrer les informations sur le vrai site pour le coup. Donc, vigilance sur ça, sur les pièces jointes, et faites attention à l'adresse de l'expéditeur, qu'elle soit exactement ça. Comme j'ai tout à l'heure là, n'hésitez pas, vous avez un doute, Ralph vous envoie un mail, vous n'attendiez pas de mail de sa part, un petit coup de fil, Ralph, tu m'as envoyé ça, c'est... Ah ok, je peux y aller. Ah ben non, c'est pas toi. Ah ben, tu t'es fait pirater. Ouais. Les services gratuits, méfiez-vous des services gratuits. On a coutume de dire, si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Notamment, alors j'aime bien, ce qu'ils font, c'est très bien, Google, Gmail, ça apporte des réponses à des besoins de la population. Par contre, ils n'ont pas été transparents sur ce qu'ils font des données que nous mettons à leur disposition. Les boîtes mail Google, Gmail, sont lus, analysés, traités, profilés, et les contenus, les profils utilisateurs revendus de façon lucrative par Google. Ils ne s'en cachent pas, c'est écrit dans les conditions d'utilisation. Ah bon? C'est gratuit parce qu'eux, ils font beaucoup d'argent avec le total de ce que vous donnez. Vos photos que vous poussez dans Google Photos leur permettent de s'enrichir en... C'est quoi Google Photos? C'est un des services de Google, ils ont Google Drive, Google Photos, on peut pousser ces photos, les stocker et avoir un joli album photo en ligne pour ne pas avoir à les garder sur son ordinateur parce qu'on n'a plus de place. Ouais. Alors c'est super pratique, ça répond à un besoin de la population. Par contre, ils n'ont pas été forcément transparents sur le fait que c'est grâce à ça qu'ils ont pu développer, améliorer et perfectionner leur modèle d'intelligence artificielle avec lesquels ils font des fortunes. C'est grâce à ça qu'ils font aussi votre profiling, puisque quand il y a votre photo et à côté de monsieur tel et que vous cliquez pour taguer la personne, vous dites ah, c'est Jean, comme ça je peux retrouver toutes les photos de Jean grâce à l'intelligence artificielle. Eux derrière, ils font du lien. Ah, Madame Kikayot connaît Jean. Ah, mais je le connais un. Ah, donc peut-être qu'elle connaît. Ouais, et donc, la transversalité. Exactement. Et ça, ils le revendent de façon très lucrative. Donc faites attention à ça. Après, on pourrait s'étendre sur plein d'autres préconisations, notamment, docteur, vous qui êtes souvent en mobilité, les réseaux Wi-Fi dans les aéroports, dans les espaces publics. Ça marque si le réseau n'est pas sécurisé. Voilà, c'est les choses qu'il faut se méfier. Vous demandez à votre informaticien de vous mettre en place ce qu'on appelle un VPN. C'est un petit outil sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. On peut en trouver comme les chambres d'hôtel, des machins, on se dit tiens, je me connecte. Utilisez un VPN parce que le réseau Wi-Fi des chambres d'hôtel et des aéroports, c'est un espace de jeu pour. Des hackers. Ah bah oui, il y en a des millions de personnes qui transitent toute la journée avec plein d'équipements connectés, avec de faibles. Et comment on sait s'ils sont connectés sur notre compte? Là, vous ne le voyez même pas. Ah. Donc avec un VPN, ça chiffre toutes vos communications. Et ça, ils ne peuvent pas à ce moment-là trouver. VPN. Est-ce que quelqu'un a un VPN? Je continue, n'hésitez pas, docteur, après je pourrais vous donner des petits outils intéressants et gratuits en plus. Pour le coup, ce n'est pas des outils gratuits sur lesquels ils font de l'argent, c'est juste les usages qui sont limités. C'est gratuit, mais limité à un certain usage. Et quand on veut plus, il faut payer. Voilà, c'est normal quand même. Alors, une fois qu'on a vu un peu les bonnes pratiques de prévention, on s'est protégé, on a mis en place tous nos gestes barrières.
Pas de chance, on s'est quand même fait attaquer et on a été victime. On est victime. Donc, Avant de commencer, juste une petite remarque du docteur Joannick. VPN facilement utilisable sous Mac, comme d'habitude. Exactement. Docteur Joannick, qui est VMP Macintosh en Martinique. Non, je plaisante. Ah non, il est pro. N'allez pas aussi VNP pour PC aussi. VPN pour PC aussi, ça existe aussi sur PC, sur Mac, sur Linux et sur vos téléphones aussi. Ça charge, on va charger. Ok. Je continue avec encore un commentaire du docteur Joannick. Mais il peut prendre le micro. Oui. 30 ans d'utilisation du Mac et jamais de problème réel. Mon choix est fait depuis longtemps. Sauvegarde sur clé USB, simple, pas cher, facile. Et Mac propose la création de mots de passe sécurisés d'emblée. Il me donne également le nom des sites piratés afin de modifier mon mot de passe. Bon courage aux utilisateurs de PC. Je ne serai jamais en capacité de comprendre ce choix. Alors, merci docteur. On va dire que c'est un choix mûrement réfléchi, mais que d'autres préfèrent, c'est le frais à l'entrée. Typiquement, là où on peut acheter un PC à 400 € sous Windows, le prix d'entrée d'un Mac est un peu plus élevé. Donc, beaucoup de personnes vont se dire que le point d'entrée et la barrière à... J'oublie le terme. En tout cas, la barrière à l'usage du prix peut être discriminant. Maintenant, docteur, vous ne me voyez pas, mais je suis sous Mac, hein, donc vous prêchez un convaincu. C'est un Mac, ça? Ah oui, c'est la petite paume. Vous prêchez un convaincu, mais voilà, économiquement, ce n'est pas toujours évident pour toutes les structures de s'équiper full Mac. Voilà. Je suis victime d'une cyberattaque, que faire? On va voir les 5 gestes de premier secours que je peux vous proposer ou en tout cas vous préconiser. Le premier, le plus immédiat et le plus important sans doute, lorsque le CryptoLocker se présente sur votre écran et que vous voyez écrit vos données sont chiffrées, merci de payer la rançon, voilà, cliquez ici pour payer. Surtout, tout de suite, vous déconnectez le câble réseau ou vous coupez la connexion Wi-Fi sur la machine, mais vous ne l'éteignez pas. Ah bon? Ne l'éteignez pas. Tout simplement parce que lorsque votre informaticien aura besoin d'investiguer, le fait d'éteindre, de redémarrer, la mémoire vive de l'ordinateur s'efface. Et donc, on perd de nombreuses informations qui peuvent être utiles à l'analyse, à la recherche du patient zéro. et là, on perd un peu la possibilité de poursuivre l'auteur du piratage. Donc, premier réflexe, coupez le réseau, ne touchez plus rien. Surtout, ne vous précipitez pas à aller payer. Payer, c'est... j'allais dire soutirer. Payer, en tout cas, vous n'avez aucune certitude de retrouver vos données. Déjà, si la personne se livre à du chantage, forcément, c'est pas un gentil. Donc, aller négocier avec ces personnes-là, ça me paraît un peu risqué. Bref. J'appelle les gendarmes, moi. Ah, on y est. C'est le point numéro 4. Ne payez pas. Vous n'êtes pas sûr de trouver les données. Quand bien même il vous les rendrait, qu'est-ce qui vous garantit qu'il ne reviendra pas derrière, puisqu'il est déjà rentré une première fois? Bien sûr. Voilà. Et puis quelque part, si tout le monde paye, si personne ne payait, ils ont arrêté de faire du du chiffrement de poste, des ransomware, puisque ce ne serait pas lucratif. Mais c'est parce que certaines entreprises payent, que certaines personnes payent, que ça reste lucratif. Et tant que ce sera lucratif, on va être soumis à cette menace. Le troisième point, tout de suite après votre informaticien, on va en parler tout à l'heure, que vous aurez déjà prévenu qu'il sera votre correspondant en cas de problème sur le réseau, en cas de cyberattaque. Donc vous conseillez de contractualiser avec des prestataires informatiques? Parce que chacun, c'est ce qu'il fait. D'accord.
C'est le petit point après qu'on va voir, mais je pense qu'on ne peut pas s'affranchir, malheureusement ou heureusement pour les informaticiens. L'informaticien ne fait pas de médecine et le médecin ne fait pas d'informatique. Moi, quand je suis malade, je ne vais pas voir un informaticien. Je vais voir le docteur Cucariot, elle règle ça et puis c'est fini. Voilà. C'est ça. Malheureusement. Chacun ses compétences, quoi. Il faut rappeler une vieille publicité qui passait avant. Le pain, c'est le boulanger, mais la mode, c'est Safari Ways. C'est vrai, ça. En tout cas, voilà. Prévenez votre à ce moment-là. C'est vrai. Je pensais que vous plus. Je ne pensais plus, mais moi, je m'en souviens. C'est mon enfance, ce truc. Et quatrième, docteur, déposer plainte. Pourquoi? La gendarmerie a monté une cellule cyber spécifique. Je n'ai pas encore rencontré. Moi, je les ai rencontrés. Sujet, voilà. Vous voyez que c'est important. Je les ai rencontrés parce que je vais vous dire pourquoi. J'ai eu des jeunes qui étaient arrivés complètement destroy, qui ont été avec leur portable en demandant de faire des photos. Et ils se sont retrouvés avec des photos qui sont mises sur le dark et en demandant des rançons au gamin. Et le gamin à 13-14, quand il est là-dessus, eh ben, il avait mis toutes ses économies, et voilà. Il avait payé en plus. Le gamin fait ta photo, puis tu descends, donc là, voilà. Vous montrez les cyberharcèlement. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai su Lamanta. C'est ça. C'est comme ça que j'ai découvert ça. Eh ben, écoutez. Et les parents ont très honte. Enfin, le gamin en général a honte parce que il n'en parle pas. Et puis après, c'est des photos en disant regarde, et puis il se prête à ça. Et c'est la gamine qui prend le décolleté, mais un peu, et puis tac, il capte, et après il lui renvoie les images. Et ça détruit vraiment. Et les gamins, et les parents ont beaucoup de mal à aller porter plainte. Donc ils viennent pleurer chez le docteur. Et c'est comme ça. Ah ben oui. Le gamin, on voit bien qu'il y a un truc. Après, il arrive à cracher la valda. Et les parents ont honte parce qu'ils se disent c'est de notre faute. Ouais. Vous avez déjà eu ça, les confrères? Non. Ok. En tout cas, pour le dépôt de plainte, donc j'ai rappelé ici le 17, le 112, mais il y a aussi ce lien qui vous permet de déposer, vous voyez, service piratage, une plainte directement en ligne avec un gendarme. Et après, ils prendront contact avec vous pour la poursuite de... Et puis ils récupèrent toutes les données. Oui, exactement. Là, ils vont séquestrer le téléphone. Il ne faut pas l'avoir éteint pour qu'ils puissent investiguer. Et c'est capital. Surtout, n'hésitez pas à porter plainte. C'est important pour qu'on puisse essayer de retrouver là les personnes, les organismes. Et c'est des criminels. Il faut... Ah oui. Voilà. Et puis le dernier point, c'est la notification. On n'y pense pas parce qu'avec les téléphones, tout le monde est sur les machins là, les Facebook, les Instagram, les machins là, et là, ils voient, ils repèrent, et c'est comme ça qu'ils mettent et ils vont chercher les copains pour passer les photos. C'était comme ça, moi, la petite fille. Quand on a des ados, des jeunes qui commencent à être confrontés aux outils numériques, il y a un travail de sensibilisation à faire en amont, d'accompagnement, parce que l'enfant, il ne sait pas. Et je pourrais aussi vous la partager, docteur. Une petite BD de sensibilisation à lire avec son ado. Il faudrait les mettre, on pourrait les mettre sur le site de l'URML. Oui, c'est gratuit, ça a été non mais là, publié. Vous voyez, on pourrait faire... Je n'ai pas là tout de suite sous la main, mais je peux la retrouver, vous la partager. Okay. Et j'encourage, moi, je l'ai transmis à toute ma famille. On pourrait faire ça, monsieur Ratnan, de mettre ça, faire un petit truc sur le site de l'URML informatique, et puis on met tous les consignes, si vous acceptez de nous donner votre PowerPoint, qu'on puisse le mettre. On en a parlé. Et de mettre ça, parce que ça permettra... Avec plaisir, docteur. Et de faire des petits rappels. On va parler de ça. J'ai un petit truc. Le coffre-fort. On en reparle. Le point numéro 5, docteur, c'est la notification aussi à la CNIL. C'est-à-dire que la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, c'est le gendarme chargé de la... On la connaît, on fait des dossiers pour les thèses. C'est ça, voilà, le RGPD. Et en fait, dans les obligations de déclaration, il est spécifié... c'est en cas de vol, altération ou divulgation de données de santé. Il faut faire la déclaration et c'est eux qui vont
revenir vers vous pour vous accompagner et éventuellement, attention, il y a aussi l'aspect sanction à côté CNIL. Là où le gendarme, il n'y a pas, la CNIL, c'est pas les gentils. Voilà. Mais voilà. En tout cas, légalement, il est prévu dans le texte du RGPD qu'on a l'obligation de leur faire la déclaration. Voilà. On n'y pense pas, même en exercice de crise. C'est très bien le petit PowerPoint. Sur votre secrétaire numérique, sur prestataire informatique, docteur. Comment vous êtes en face d'une personne qui a son expertise, vous avez la vôtre, et comment penser à les quelques points qui me semblent essentiels de porter à son attention dans la relation contractuelle qui va vous lier. C'est déjà prendre le temps d'expliquer à cette personne votre contexte professionnel, qu'il comprenne les enjeux de sécurité, de protection des données auxquelles il peut accéder déjà, d'obligation de confidentialité, des choses qu'il peut être amené à voir sur vos systèmes, qu'il s'engage éventuellement, même sur un contrat sur une charte de confidentialité. Et puis, qu'ils comprennent que potentiellement, Dr Kukayot termine à 20h, donc elle peut avoir une panne à 19h et elle peut être amenée à l'appeler. Et ça, qu'il ait une disponibilité 24/7, en tout cas essayer, tendre et négocier, qu'il puisse étendre sa surface, je dirais, d'intervention, son temps d'intervention pour vos besoins propres. Et s'il n'en est pas capable, de challenger avec un autre prestataire et de les mettre en concurrence et pour les amener à dire j'ai peur de mon marché, c'est juste parce que j'arrête à 19h, que mes clients en santé finissent à 21h, je ne peux pas. Ils peuvent avoir besoin de moi. Si ce n'est pas prévu en amont, docteur, dans la relation contractuelle, que vous n'avez pas prévu au début, le jour où vous avez une panne à 19h, il va vous dire de quoi vous me parlez. Par contre, quand on se rend compte, on n'a encore rien signé, on peut discuter un certain nombre de choses. J'ai encore la main. Et là, je peux dire, par contre, chez moi, c'est jusqu'à 20h. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Sinon, le concurrent, là, lui, il est prêt jusqu'à 20h. Donc, comment on s'organise? On le prévoit dans des clauses. Docteur, alors je sais que l'acte n'est pas suffisamment financé, mais on vient vous voir, on paye une prestation. Si vous avez besoin, si lui, il vous dit, écoutez, chez moi, c'est 18h, pour aller de 18 à 20, pour étendre, il y a un petit supplément. Mais au moins, vous avez l'information et vous êtes libre de choisir et de décider de ne pas prendre de on est bien d'accord. Hein. Et demain, lorsque vous avez une panne, vous savez pourquoi vous n'allez pas l'appeler ou vous savez pourquoi vous allez l'appeler. Voilà. Ça, on a quand même bien avancé là-dessus. Lui demander dans son contrat de service de mener des actions de médecine préventive sur son SI, qu'il ait des exigences. Ils font des alertes. Hein. Ils font des alertes. Moi, j'ai un prestataire informatique, je ne vais pas dire qu'il ne peut pas faire de pub. Et c'est pas tout docteur, il y en a qui sont des milieux de ça. Oui, mais il me dit, attention, là, vous avez, j'ai eu des alertes, regardez, votre ordinateur, il plante, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et il rappelle. Voilà. Mais, malheureusement, peut-être que tous les confrères n'ont pas le même niveau de service de la part de leurs prestataires. En tout cas, le négocier, le prévoir, oui. Ok. Je pense que c'est important. Mais, vous savez, la personne, elle a aussi une vie privée. Vous l'appelez à 21h, 22h pour une panne qui est légitime. Si ce n'est pas prévu dans son contrat de service, il peut vous dire, docteur, pas ce soir. Par contre, s'il s'est engagé contractuellement, on lâche tout et on y va. Hein. Bien sûr. Voilà. Mais vous savez que vous avez quelqu'un à disposition, en tout cas sur une plage que vous aurez convenu avec lui. Et puis, pareil, inclure des exigences de sécurité et puis surtout d'accompagnement en cas de cyberattaque, que le jour où vous avez une cyberattaque, généralement, c'est jamais le bon jour. Que ce jour-là, il puisse venir en mode pompier, vous accompagner, être avec vous le temps que ça dure. Vous accompagner parce que là, c'est pas ta viewer, hein. Alors, mais il n'y a plus de réseau, puisque vous aurez coupé le réseau, donc il n'y a pas de team viewer. Il vient plus, il faut qu'il vienne sur place, être avec vous, regardez, vous aurez débranché le poste du réseau. Si vous dites je passe demain, c'est moyen.
Donc ça, c'est les aspects sécurité. Les clauses de sécurité, aujourd'hui, elles sont importantes à prévoir dans les contrats. Voilà. On a fait un peu le tour des différents sujets que je souhaitais évoquer avec vous. Et en conclusion, je pourrais dire que, comme en médecine, la prévention, c'est la clé en cybersécurité. En adoptant de bonnes pratiques, en étant prêt à réagir en cas de cyberattaque, en choisissant soigneusement son prestataire, vous protégez la santé numérique de votre cabinet. Donc ensemble, faisons de la cybersécurité une priorité pour la médecine libérale. Voilà. Prévenir, réagir et le choix de son prestataire d'accompagnement. Juste pour terminer, généralement, bon, c'est un petit rappel, comme je savais que j'allais vous laisser vous envoyer la présentation, j'ai remis les organismes qui sont importants. N'hésitez pas, en mode loisir, d'aller sur le site cyberveillesanté.gouv.fr. Il y a énormément d'informations intéressantes, des petites fiches, des petits kits de rappel, des petits, j'appelle ça des mémos. Et puis le site cyberveille.gouv.fr, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et c'est le site, cette fois-ci, pour l'ensemble des citoyens, pas seulement dédié à la santé. Et là-dessus, c'est Madame Prévost, la directrice. Alors elle, c'est l'ANS, Agence du numérique en santé. Sauf que ici, Agence numérique en santé. Et le CERF Santé, Cyberveille Groupe Santé, c'est la branche cyber de l'ANS que vous avez rencontrée. Par contre, là, je parlais de cybermalveillance.gouv.fr. C'est le top de la cybersécurité en France. C'est l'organe du ministère de l'Intérieur. Et c'est eux qui sont chargés de la cybersécurité pour c'est eux qui sont sur les sellettes avec les JO. La télé. La guerre Ukraine-Russe. Mais là, ils ont exposé les équipes, les recrutements massifs pour renforcer les équipes, parce que depuis la guerre en Ukraine, il y a eu d'autres événements aussi avant, mais tous les événements géopolitiques où la France intervient font suite à des vraies attaques sur tous les organes de l'État et hôpitaux pour déstabiliser un État. Il n'y a pas mieux aujourd'hui. La guerre, elle est avant tout cyber, avant même de commencer. Les Russes, c'est bon. Et pareil, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est fausse vidéo, fausse désinformation avec des fausses vidéos, on croit vraiment que c'est la vraie personne qui parle. Vous avez déjà vu ça? Donc cybermalveillance.gouv.fr, je ne peux que vous encourager à aller dessus. Il y a énormément de ressources aussi pour partager avec les collègues, des infographies simples sur des thématiques déjà existantes, déjà répertoriées. Elles sont libres de droit et on peut les partager, les réutiliser et se les approprier. N'hésitez pas là-dessus, il y a plein d'informations sympas. Ils ont même un guide, les 10 règles de base pour se protéger, avec les 10 règles, dont les 3 premières. On pourrait mettre ça sur URML TV aussi, faire un petit spot. Ils ont des spots qu'ils mettent à disposition. Non mais nous, vous savez, on a les télés dans la salle d'attente. Et on pourrait mettre faire un petit spot, parce que tous les gens qui viennent des portables, ils ne savent pas comment faire. Ce que vous nous avez dit là, je ne dis plus DNP, le VPN. VPN. Voilà. En ça sert à tout le monde. Merci de votre attention, de vos questions, docteur. Merci de votre accueil. Merci de m'avoir donné cette opportunité. C'est la première fois que je vous rencontre. C'est un grand plaisir. Eh bien, plaisir partagé pour la clarté de votre exposé et vos diapos captivantes. Merci beaucoup, monsieur Ratnan. Parce que des fois, c'est... Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Marc, merci. C'est gentil, merci à vous. Alors, vous voulez pas qu'on fasse une petite démo pour le pitch là, sur l'OTP là, je sais plus quoi. Éventuellement, vous avez un compte Gmail à vous, docteur, ou ah non, pas Gmail. Moi, ils m'ont fait un compte spécifique. C'est bien, il faut. Oh.
C'est ballot. Déjà, moi, je me disais, tiens, l'aéroport, je me connecte, mais je ne vais plus jamais me connecter. Aéroport, la gare. Pourquoi il n'y a pas d'accès? Ah, voilà. Et pourquoi on trouve toujours ça maintenant? Dès qu'on se connecte, il y a ça. Bon, je mets non. C'est quoi? Gmail connexion, là. Ouais, là, je vais sur Gmail pour créer un compte. Ah, ok. Donc, sur la page de Gmail, il me dit soit j'existe déjà, donc je mets mon adresse mail, soit je n'existe pas, je dis je veux créer un compte. Ok. Pour mon usage personnel, pour mon enfant, pour le travail de mon entreprise. Donc, c'est Ok. mon usage personnel. Bon, vous voyez déjà, ma date de naissance. Il faut mettre. Hop. Ah, c'est bien, c'est passé. Non, j'ai mis des fausses informations. Allez, hop, vous précisez. Voilà, il me propose des adresses mail qui seraient disponibles. webinaire@gmail, peu importe, docteur, on le prend, d'accord? Ouais. Je crée un mot de passe. Excusez-moi, est-ce qu'on peut voir ce que vous faites? On ne voit pas ce que vous vous voyez faites. pas? Ah, Ah, excusez-moi. Ah, mais j'étais convaincu que vous voyez, madame, docteur. Je vais stopper. regardez si Je vais vous... stopper la présentation, peut-être. Non, non, voyez. Ah, vous voyez? Oui, on voit. Est-ce que vous pouvez essayer de vous reconnecter? Oui, parce que nous, on l'a en ligne. Est-ce que là, vous l'avez toujours? Parce que, ouais. C'est bon? Est-ce que vous voyez? Maintenant? Les autres collègues voient. Qui n'a pas répondu. Je continue. Allez-y, oui. Vous voyez, là, il faut créer un mot de passe. Je lance mon qui passe. Alors, c'est quoi votre qui passe là? C'est ce petit logiciel que j'ai sur ma machine. Vous voyez, j'ai plusieurs bases de données de qui passe, moi. Si vous voulez, je peux vous montrer mon qui passe perso. Regardez. Qui passe en le télécharge sur... J'ai tout ça. En plus, je fais une classification de tous mes mots de passe par dossier. Et si je vais sur chacun, j'ai toute une liste de comptes répartis. Vous voyez le nombre de comptes que je dois gérer. Et voilà, mais je ne peux pas les retenir tous. Ah, ça, c'est un bon sujet, non? Hein? Bon, en tout cas, KeePass me permet de générer automatiquement des mots de passe un peu compliqués. Hop, je le copie. D'accord. Le navigateur le propose aussi, hein, d'accord? La copie automatique, là? Ouais, là, j'ai copié ici sur l'icône de copie. Et il le garde seulement 9 secondes en mémoire. En plus, ça veut dire que même si on arrive à faire une attaque sur la mémoire de l'ordinateur, le mot de passe n'est pas maintenu. Bon, ça, c'est encore autre chose. Hop, le mot de passe. Je l'ai confirmé, on vérifie. Suivant. Ajouter une autre adresse de récupération, est-ce qu'on peut ignorer? On ignore pour l'instant. Ah, voilà. Alors, il vous doit mon numéro de téléphone. Oui, vous pouvez faire ignorer, non? C'est-à-dire que pour faire, oui, on va faire différemment, on ne va pas faire par SMS. Donc, c'est webinaire@gmail.com. Je vais créer un petit fichier ici, juste, voilà, pour garder ça. Ah, est-ce que j'ai gardé mon qui passe? Il est où qui passe? Voilà. Oh là là. Non, mais ça, c'est juste pour qu'on puisse faire la lecture, docteur. C'est juste pour pouvoir les retrouver. OK? Suivant. Donc là, j'ai créé mon compte. C'est quoi ça? Sélectionnez vos paramètres, une étape, le paramètre que vous savez. Vos paramètres de quoi? Il va me poser plein de questions sur les choix.
Là, quelques informations, la protection des données. Allez, on fait comme 99,9% des gens, on accepte sans lire. C'est un drame. Ben, on n'a pas le temps. Obligés, voilà. En tout cas, maintenant, ils les mettent. Avant, c'était pas affiché, et ils se sont fait taper sur les doigts pour les RGPD notamment. Ah, c'est un nouveau truc, Google. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a enfin. Alors, on a enfin créé notre boîte mail, d'accord? Ouais. Si on va ici, les actions recommandées. Attends, remettez voir avant. Avant, c'était ici. Alors, comment vous faites? Je suis allé sur mon profil ici. C'est quoi le profil? C'est. Attends, où c'est? En haut, ah, vous voyez pas la petite. Ah, la petite flèche est cachée. Je vais sortir du zoom, excusez-moi. Hop, est-ce que vous voyez ici le petit T? Oui. Voilà, c'est la petite icône de mon profil. Je me mets Google Account, test webinaire, webinaire Gmail. En cliquant ici, on a un certain nombre d'actions recommandées, notamment. Hop. J'ai moyen de vérifier que c'est vous ou le mail de récupération. Ça. Je cherche où est-ce qu'on active l'OTP. Ça a changé complètement l'interface docteur. J'ai Google Account. Sécurité. Regardez, moi, si je fais. Hein? Voilà. Vous avez vu, c'est un petit piraté, non? J'ai eu 2 tentatives. Sur le mail. Ouais, Mon père, son Gmail, hein. je reprends tout. Fin 2022. Donc c'est ici, docteur. Alors, Hop. Manage your Google account. J'ai mis votre compte Google. Il ouvre un nouvel onglet. Et ici, dans l'onglet sécurité, vous avez en bas comment vous connecter à Google et la vérification à 2 étapes. C'est le fameux OTP. ok. Ici, il dit c'est désactivé. Est-ce que vous voulez l'activer? Oui. Une fois qu'on va l'activer, on va décider est-ce qu'on fait par il y a plusieurs façons de valider, notamment le Google Authenticator. Donc je fais Turn on Step Verification. Il m'embête. Il me donne le numéro. Ok, on a compris. Ouais. Voilà. En tout cas, ensuite, vous allez définir ici les modes d'authentification. Avec le numéro de téléphone, vous pourrez recevoir le SMS de connexion. Une fois que vous avez activé la vérification 2 étapes. Parfait. Alors moi, je vais vous raconter une petite Amazon, anecdote. la même chose. J'étais à Paris, je me suis fait voler mon portable dans le métro. Quand je suis sur Orange, donc je suis allée racheter un téléphone, tout bêtement, et je vais chercher une puce en disant voilà, je suis en Martinique. On me dit, oh, ben voilà, on me vend un truc à 150. Donc je ne reprends pas de numéro puisque j'attendais. Et là, un cauchemar, parce que le numéro de téléphone d'Orange France n'est pas connecté avec Orange Caraïbes. Vous ne recevez pas les... Donc on ne peut plus de virements, plus de machin, vous êtes complètement bloqué. Il a fallu que j'appelle Sandrine Gabet pour qu'elle aille à Orange Martinique pour récupérer mon numéro, pour m'envoyer en DHL une puce pour le faire. Alors c'est vraiment un double tranchant parce que quand on est sur Orange, alors je ne sais pas comment ça marche, moi j'étais sur Orange et je suis vite allée dans un magasin Orange en achetant un téléphone. Et ben oui, en me disant voilà, ben c'est pour ça que je dis ça, pour peut-être qu'il y a des confrères ou consoeurs à qui c'est arrivé. Et en fait, comme tout maintenant c'est avec les téléphones, et ben chaque fois que je me connectais sur mon ordinateur, j'avais le mot de passe, mais je ne pouvais plus vérifier. Ouais. Là on est dans le cas... le téléphone, quand vous cliquez, oui. Et là, je m'étais dit... Parce que là, aujourd'hui, ce petit équipement-là, moi, il y a toute ma vie.
C'est avec ça. Si j'ai pas ça, j'arrive pas à je peux pas travailler. Non, mais c'est pour ça que je dis ça, parce que Orange, moi je suis allée chez Orange, et en fait je me suis rendu compte que c'est très bien parce qu'on vérifiait, mais du coup le numéro de téléphone, il fallait que je fasse des virements, des machins, j'étais plus rien. Ouais, là, c'est C'est pour ça que je dis ça. Il faut, alors, c'est toujours pareil, en gestion de risque. Si ce risque-là arrive, comment je me prépare? Eh ben, comment je me suis préparée? Parce que heureusement, j'étais sur l'iPhone, j'avais sauvegardé sur l'iPad, j'avais mis tout mon truc, et puis et là après, c'est Sandrine qui m'a. Ah oui, mais sur l'iPad, je pouvais plus faire de rien puisque tous les codes de vérification, c'est avec ça. Après le reste, c'était la banque, enfin et il a fallu qu'elle m'envoie. J'ai appelé Sandrine pour qu'elle aille à Orange Caraïbes, qui m'envoie la carte. C'est pour ça que je vous donne cet exemple-là, parce que je ne pensais pas qu'Orange Caraïbes, c'était pour Orange. Moi non plus. Ben voilà. Ouais. Et j'ai trouvé, c'est vrai que le numéro de téléphone, vous ne pouvez plus rechanger là-bas, parce que comme c'est. Ah oui, non, c'est déjà fini. Enregistré, c'est acté, c'est. Ouais. C'est parti. Ouais. La conclusion, on commence à partir. Oui. Pour moi, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, je tiens à vous remercier pour vous être connectés ce soir. J'espère que vous aurez appris plein de choses et je voulais remercier chaleureusement Monsieur Ralph, qui a quitté sa famille pour venir nous voir ce soir. Merci beaucoup. Et bien sûr, remercier Sandrine, sans qui rien ne serait à l'Union et qui, pareil, met beaucoup de cœur à l'ouvrage ce soir, parce que pour tout vous dire, elle ne travaille pas normalement le mercredi après-midi. Voilà, donc elle est venue spécialement pour nous. Un grand merci Sandrine. Merci. Et merci à vous tous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. C'est déconnecté?